Depuis son ouverture en 2007, la Fondation Phi accumule une quantité incroyable d'objets, de réflexions, d'idées et d'expériences qui constituent une collection à part entière. Celle-ci est partiellement accessible dans la documentation de nos activités, mais une bonne partie demeure cachée, inaccessible, voire invisible. Cette archive aux contours flous a inspiré Incandescence, un projet d'engagement public conçu en lien avec l'exposition Libé Union. Lors de résidences de recherche offertes au printemps et à l'été 2021, 4 artistes ont développé des interventions pour réactiver autrement les archives du département de l'éducation de la Fondation Phi. Incandescence fait un clin d'œil au charbon, matériau principal des œuvres de Libé. Obtenu après la combustion d'une autre matière, le charbon est à la fois ce qui a été consumé et ce qui permet de rallumer. N'ayant pas eu la chance de se croiser pendant la résidence, ici, les artistes échangent à propos de leur processus de recherche respectifs, révélant les points de contact entre leurs propositions. Bonjour, je m'appelle Elena Martin Franco. Pour Incandescence, j'ai présenté la performance Absence à main levée. Je m'appelle Kamala Makrel, artiste pluridisciplinaire, et pour le projet Incandescence, j'ai développé un vidéo-poème qui donne une narration aux archives. Je suis Marjolaine Bourdois, artiste et travailleuse culturelle. Pour la résidence à la Fondation Phi, j'ai réalisé une installation qui s'intitule « Se joignent les mises à distance ». My name is Emma Harake. I'm an artist and educator. For my residency at the Phi Foundation, I created an audio piece inviting people to listen to their inner voice. L'idée, c'était comment approcher tous ces matériels qui étaient produits par les expériences durant des années, des grands artistes, des grands projets, mais avec une approche où on prend conscience des absences qui sont là. Alors, je suis allée d'une façon intuitive essayer de comprendre tous ces témoignages des expériences qui étaient là, commençant par chacun des matériaux, du papier, du carton. Les cartons d'emballage étaient un élément très important et qui s'était vu justement à la fin du résultat. Mais en même temps, j'ai laissé traverser les événements qui sont arrivés durant la résidence. Alors, des collaborations que j'ai faites en Colombie, par exemple, ont été nommées dans la démarche. Je me suis permis d'avoir un temps d'étude et de mettre en lien ces matériaux que j'étais en train de découvrir avec des expériences et des informations que j'étais en train de recevoir par mes collègues, par les nouvelles. Alors, c'était la création des liens. Moi, je vois beaucoup dans ce que tu dis, Elena, la question de la perméabilité, comment on est perméable et sensible et réceptif à ce qui nous entoure, ce qu'on vit, puis comment ces choses-là se répercutent dans notre travail artistique. Moi, cette résidence-là, elle est arrivée un peu à la suite d'une perte d'emploi de mon travail en tant que médiatrice. Donc, l'invitation pour moi, ça a été de réfléchir justement sous un angle un peu particulier les points de connexion et les liens entre justement ces différentes pratiques-là. Je me suis mis aussi presque à le réfléchir comme une sorte de permaculture, finalement, comment ces différentes sphères-là de notre vie professionnelle, personnelle, que moi, personnellement, je le réalise. Là, en fait, j'avais tendance beaucoup à séparer, comme, soit pour les protéger ou pour me dédier à une chose, puis à une autre, puis à une autre. Mais là, finalement, il y avait comme une espèce de courant qui traversait tout ça. Donc, pour moi, le travail que j'ai fait avec les objets qui étaient dans les archives ici, les archives éducatives, ont été beaucoup cette idée-là de réfléchir sur les points de connexion, les choses qui sont en commun, puis aussi comment ces choses-là deviennent des vases communicants qui se nourrissent les uns les autres, comme en permaculture. Puis dans l'installation que j'ai réalisée finalement, donc moi, j'ai pas du tout résisté à l'envie de remplir cet espace-là qui était vraiment silencieux. Tu sais, tout se passait pendant que tout était un peu à l'arrêt dans le contexte de la crise qu'on traverse. Donc moi, j'ai utilisé l'espace vide pour le remplir puis composer une installation qui est finalement un mélange des objets que j'ai choisis ici dans les archives éducatives, mais aussi des objets que j'ai amenés de mon atelier pour essayer de matérialiser cette idée de vase communicant entre les différentes sphères de ma vie finalement. Pour moi, le lien entre l'éducation et ma pratique d'art et la recherche aussi est quand même très, très forte. Et comme plusieurs d'entre nous, c'est que je ne suis pas uniquement
artiste. Bon, en même temps, je suis artiste pluridisciplinaire, je suis artiste littéraire, je suis artiste de scène, mais je fais aussi de la médiation et je suis souvent en conversation. Et je pense que cette partie, pour moi, est tellement importante. Mais aussi, c'est que, au fil des années, j'ai aussi mentoré, mis sur pied plusieurs programmes d'animation et de mentorat, spécifiquement pour des personnes queer, trans, racisées et autochtones, ce qui fait que la question de la pédagogie, je dirais, m'habite. Et ce qu'il y avait de fascinant pour moi par rapport à cette résidence, c'était quelque part de me sentir de l'autre côté. Normalement, c'est moi qui je suis en train de designer des activités par rapport à une autre œuvre d'art pour voir à quoi cet engagement peut ressembler. Et là, de rentrer dans cet espace où tout d'un coup, il y a tout ce matériel, je suis du genre, il y a de l'histoire, il y a de la personnalité, il y a des mots, il y a des dessins, il y a du matériel. Et j'ai pas ressenti la pression de produire quelque chose ou de rechercher dans ma démarche, dans le sens que je réfléchissais pas à en quoi est-ce que cet objet peut être un objet décolonial. Donc, j'avais pas à réfléchir à ce genre de questions. Aussi, moi, j'étais la dernière à faire la résidence, donc c'est fait qu'il y avait des traces de chacune de vos résidences, ce qui était génial. Donc, il y avait aussi cette histoire de votre passage aussi, et cette présence-absence de chacune d'entre vous, étant donné qu'on n'a même pas pu se rencontrer toutes les quatre. Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, c'est quoi, de développer du storytelling, en fait. C'est vraiment, c'est quoi les histoires, sans connaître même le contexte. Parce que je sais que j'avais aussi l'option de poser des questions, d'aller chercher. Et j'étais du genre, non. C'était vraiment, pour moi, j'étais du genre, non, j'ai envie de tout juste interagir avec la matérialité et de construire des narrations, en fait, de construire du storytelling. Et pour moi, c'était vraiment, je voulais que ce soit un espace imperméable, genre mon espace à moi, mon espace de jeu, où je me ferme de la pandémie ou de tout ce qu'il y a autour de moi, tout juste, même de la démarche qui m'habite d'habitude, tout juste pour jouer, en fait. C'était surtout un espace de jeu pour moi. Ouais. Alors que, paradoxalement, tu en devenais le sujet aussi. Ouais. For me too, there was an aspect of experimentation, of playing around in the space, and also the notion of storytelling that you were talking about, Kamat. So, my work deals a lot with storytelling, with listening, with objects, but also that's my artistic practice, but also there's a lot of work of mediation, education, organizing, holding spaces. And I work a lot on collaborative, on participatory projects. And then suddenly I'm in this space and I have all the time and all this material to work with on my own. I think at the beginning there were many intuitive decisions in these interventions in place, where I'm just seeing unfolding all this material from the room, like the tiny room inside. But I think I also questioned a lot, what is an archive? Like, how can these very ordinary objects, a sponge or, become an archive? And then thinking about all the kinds of different projects, like they had different lives even before arriving to the foundation, and then in the foundation and different workshops, different exhibitions, events, and just trying to think about that and where I'm standing now and looking at these objects, will I try to reconstruct or make up stories about the life of these objects? And what I found interesting now, retrospectively, looking back at what I did, I work a lot with objects, but then after the first week, what I oriented towards were the texts. And I developed a project where I invite people to engage with 4 texts from the archives. Here is the unceded lands of the Ganyangehaga people. Here is also 8,669 kilometers from Beirut, where an explosion shattered my city last year. I'm never on my lands when I'm here, but I'm aware that I'm also not there. Puis moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le cadre de mon travail, c'est d'aller aussi du côté des archives.
je le mets encore en guillemets, technique. J'ai travaillé beaucoup avec les mises à distance, donc on utilise là, pour créer des parcours entre les œuvres. Ou pour moi, c'est un objet qui est plus symboliquement peut représenter un peu l'institution muséale ou le lieu où on présente de l'art. Puis je l'ai vu un peu comme un objet presque à l'opposé du spectre du travail de médiation qui cherche plutôt à créer des rapprochements, alors que la mise à distance, ben, c'est comme un peu pour dessiner un parcours précis d'une œuvre à l'autre, protéger les œuvres pour des raisons qu'on connaît, mais il y a comme une distance physique aussi avec les objets. Donc moi, il y a cette archive-là aussi qui m'a intéressée, surtout dans le contexte là, d'être invitée dans quand même une fondation, une institution importante. Comment, moi, à l'échelle d'une personne, d'une artiste, je pouvais rentrer un peu à travers ces traces matérielles-là pour me les approprier de manière un peu plus corporelle dans mon travail. Il n'y avait pas un guide à suivre de comment rentrer dans cette chambre-là et quels objets choisir. Alors, c'est presque intuitivement, dans mon cas, je choisissais une boîte, je l'ouvrais et j'essayais pas de deviner, mais essayer de comprendre ça servait à quoi, comment elle a été utilisée, mais il y a une partie de l'imagination et de la fiction. Et en étant conscience du manque d'informations aussi, ça veut dire qu'il y a un grand vide aussi, que ça parle des autres vides et des autres absences. Ça devient comme des métaphores de toutes ces absences-là, desquelles je voulais comme focuser dès le début. Alors, il y a ça, il y a à chaque boîte que j'ouvrais, je découvrais comme de nouvelles histoires, mais tout était dans l'ordre de la fiction, même si j'avais des petites narrations de comment un petit peu ça a été utilisé, par quel artiste invité et quelles références. Mais on n'a pas une idée de quelle était leur expérience physique, quels étaient leurs mots qu'ils ont utilisés pour décrire l'expérience, pour l'expliquer, pour la proposer, comment ça a été vécu par chacun des participants. Alors, c'est des absences énormes. Et de là que je les ai comme étalées, presque répertoriées chaque fois et entourées, toutes avec des matériels qui étaient dans la salle éducative pour, genre, documenter son apparition et son désapparition. C'était comme ça qu'il s'est construit les débuts, disons, de ces projets-là. Jusqu'à que j'arrive à la boîte de Sofical, j'ai eu une crise à un moment donné, à ce moment, parce que je ne savais pas où ça allait m'amener. Et c'est dans les projets et la documentation du travail de Sofical que le corps apparaît. Et je retrouve un cheminement qui m'amène à la réalisation de la performance qui a été réalisée à la fin. Et je trouve qu'au niveau des archives, il y a aussi quelque chose qui ressort du fait que toi, tu as travaillé à partir finalement, des enregistrements audio. Toi, ton travail a été beaucoup autour de cette idée de storytelling à partir des objets. La véritable archive éducative, c'est pas celle qui est dans le placard et physiquement dans le lieu en bas, c'est l'archive qui n'existe pas, parce que ces pratiques-là résistent beaucoup à la documentation, parce qu'elle est beaucoup dans l'éphémérité, dans la tradition orale aussi. La plupart d'entre nous, dans le cadre de notre travail en éducation, ou comme médiateur, on utilise notre voix, notre corps pour faire ce travail-là, et c'est très souvent peu ou pas documenté. Donc, la véritable archive, finalement, elle n'existe pas. Et c'est pour ça, peut-être, que la seule façon d'entrer dans ces objets-là, dans ces traces matérielles, c'est de manière intuitive pour un artiste. C'est intéressant parce que pour moi, la première fois que je pense que j'ai ouvert justement cette porte où il y a tout le matériel, je crois que ma réaction, c'était vraiment like, this is like opening the doors of Narnia, you know? En fait, tu sais, j'ai eu quelques visites dans le studio et la première personne qui est un de mes amis qui est venu visiter le studio, quand je lui ai montré la porte, il m'a dit, "You have glitter? Like, they're giving you glitter?" Je suis sûr que c'était ça la réaction. I was like, yeah. et je m'en suis servi d'ailleurs du glitter. Maintenant que ça fait 10 ans que je suis à Montréal, c'est du genre, tout est mon archive personnelle. Genre, je garde tout. Ce qui fait que pour moi, ouvrir cette porte, c'était un peu ça, en fait. Il y avait une partie de moi qui était du genre, ah oui, je comprends parfaitement ce qui se passe là. C'était vraiment, que je pense qui est lié à ma pratique personnelle de l'archive, qui est en fait très sentimentale par rapport à tout ce qui est matériel, dans ce sens-là. Et je pense qu'il y avait cette espèce de jeu d'essayer de deviner, en fait, c'était quoi, qu'est-ce qui avait activé ça par le passé. Donc, il y avait des moments où je
j'étais capable de cerner ça et de comprendre cela, mais en même temps de me dire comment est-ce que je l'active en donnant une autre vie aussi à cela. I think archives everywhere are filled with materials, stories that are just lying there. And then how to activate them, but then how to do that ethically also with, when thinking that these archives have had lives before us. And then, what's our place sort of as researchers, as artists, as educators between this material. So I think for me, the question that I engaged with was, so, if this room, the things in this room, if these objects have stories, who are the listeners? I also opened all of the boxes, not looking for something, but just I wanted to see what's there, curiosity. And then it felt, I don't know whether it's true or not, but in my head it's true. It's like the collection revealed some things to me and invited me, okay, play with me or interact with me. So certain things got my attention and then I engaged or played with them. J'ai eu un peu une expérience similaire, là, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas tous les éléments qui me parlaient de la même manière. Puis je me rappelle qu'une des premières choses que j'ai faites, ça a été de plier les 54 t-shirts noirs qui servent de tablier pour différents ateliers salissants. Donc, ils portent physiquement les traces de ces ateliers-là. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas trop, là. Mais il y avait, je pense, intuitivement l'idée de voir, OK, il y a toutes ces ressources-là, puis de réfléchir sur, justement, comment on entre dans l'archive, mais aussi comment on travaille avec des ressources qui sont avec nous, comment on fait avec ce qui est là, comment on valorise, regarde, porte attention aux choses qui sont déjà là devant nous. Puis pour moi, ça m'a ramené aussi beaucoup à tout le travail invisible des artistes, mais aussi des travailleurs en culture, porter attention sur le travail des gens autour de nous. Puis j'ai l'impression de l'entendre un petit peu de différentes manières sur chacune notre manière d'interagir avec les objets. Il y a une attention à chaque fois. Il y a de l'intuition, mais il y a une présence ou une écoute que je vois comme lien là, entre nos 4 projets, même si ils sont tous très différents. And I think for me, I also when I was writing the text and also then recording it, I was thinking a lot about different modes of listening, and I think that's my educator's voice that keeps talking to me, how does the public engage with different projects? And then how do these different modes of engagement, of listening, affect or have an impact on the artwork itself or on the project itself? So for me, I think that's the angle or some of the questions I was struggling with. Yeah, I did not think so much for the question of the public. Other than that, I think there was always something kind of quirky that I did like. It's just the fact of being in the basement in this room and everybody who walks by can see it. I was aware of the rest of the staff, right, at the foundation who come into the space, who were having lunch into the space, or whom I got to know over the weeks, right? Even if through the window we're waving and saying hi because we're seeing each other on a day-to-day basis. And that I did think about in terms of because they were the only people who were coming into the space. My goal was that every day you go and you do one thing. That was how I went about with my installation. I was every day you activate one thing. So something changes in the installation every time that I come in. And then sometimes those changes were very visible. It's if you had lunch in the room yesterday and you come back today, you will see that something has changed, right? But sometimes it was about those changes were really subtle. And I was thinking about this a lot, just like the team that I was meeting every day who were actually coming into the space, right? And I think that was kind of my public for me. That is something that I actually did enjoy. Actually, it was almost I was doing this for them. And that was my only public. And maybe also just to add to this, for me, I think there was something in terms of the engagement with the archive as well, was because I knew very little about the foundation and the history of the foundation. It's really through this residency that I got to know about the foundation. And
I felt for me that was very much an engagement with the history of the foundation. Like one of the objects that I kept throughout was like this big, thick red book, like which I think was published on the 10th year anniversary of the foundation. And I was obsessed with this book. It's like I read it like entirely cover to cover, but there was something also in this book for me about history, right? Like about that form of archive of, even if I've been in Montreal for 10 years, I don't know all the art spaces. I don't know everything that's going on. And I didn't know what the Phi Foundation was doing. And getting a retrospect, right, over all those projects over a decade. And then you have the objects. And then suddenly there are certain things that click where you're like, oh, this pedagogical tool was used for this exhibit, and then there would be those moments where like those would click, like the actual history written on paper would just click with like, oh, this was this exhibit. Okay, now I get it, so there was also those moments. The history of the institution was also a present absence that very much was part of my research while I was doing the residency.